Chers amis lecteurs et amoureux des conversations qui n'en terminent pas, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de bouquins et potins. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous un petit récap de mon année 2024 en termes de lecture, parce que je pense que c'est un bon moyen pour commencer ce podcast. C'est un moment de partage dans lequel vous allez apprendre un petit peu mes goûts et mes couleurs. Donc, juste quelques mots avant de commencer déjà, s'il vous plaît, soyez indulgents, c'est le premier épisode que je fais sur ce podcast. Je ne maîtrise pas encore correctement les outils du son, et même si j'ai travaillé et préparé cet épisode, il y a de fortes chances que ce soit un petit peu brouillon et que je passe du coq à l'âne dans les œuvres que je vais évoquer et qu'il n'y ait pas forcément de fil conducteur. Je peux parler de la romance, comme des classiques que j'ai pu lire pour la fac, mais aussi de coups de cœur à des grosses déceptions, parce que je trouve ça plus sympa de faire ça un petit peu tout mélanger plutôt que faire mes coups de cœur, ensuite mes œuvres mitigées, ensuite les livres que j'ai pas aimés, parce que c'est moins interactif je trouve. Et ensuite, mon avis n'engage que moi, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai adoré un livre que vous allez forcément l'aimer, et même dans le sens inverse. Il peut m'arriver d'avoir des avis assez mitigés sur certains livres très aimés sur les réseaux, et c'est ok parce qu'il en faut pour tous les goûts, toutes les couleurs. On n'est pas tous le public cible de chaque œuvre, et c'est bien de le repérer aussi pour ne pas aller vers des œuvres qu'on sait qu'on va pas aimer. Mais ça, c'est un point que je vais détailler sur certains livres que j'ai pu lire cette année en me disant je vais quand même voir si ça peut me plaire. Et non, définitivement j'étais pas la cible pour ces bouquins, mais ça veut pas dire que ces œuvres sont objectivement mauvaises, et je me permettrai jamais de le dire comme ça, sauf si pour un ouvrage, et vous verrez tout à l'heure duquel je vais parler, peut-être que vous serez d'accord avec moi ou peut-être pas du tout, mais j'ai pas du tout envie de décrier ni de renier le travail que les auteurs, que les maisons d'édition font derrière chaque ouvrage, parce que, étant auteur moi-même, je sais le temps qu'on passe derrière afin d'avoir, pour finir, un super ouvrage tout beau, tout propre. Et c'est des heures et des heures, des semaines, des mois de travail. Et c'est pas parce qu'un lecteur dit c'est nul qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Donc voilà, j'essaierai d'avoir le regard le plus objectif, même lorsque je fais des critiques négatives. Et maintenant, sur ces 12 paroles, je pense que nous pouvons commencer. Donc, en 2024, j'ai lu 52 livres. Au premier abord, je trouve que c'est un bon chiffre, parce que ça fait entre 4 et 5 livres par mois à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Même si, par rapport à mes lectures des années passées, c'est un chiffre qui est vachement bas, parce que de 2021 à 2023, j'étais plutôt entre 100 et 120 livres par an. Après, cette année, j'ai eu moins le temps de lire, parce que je suis maintenant en deuxième année de master. Donc, j'avais un mémoire rédigé, des matières à valider, mais aussi maintenant, je travaille, depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e année scolaire que je travaille dans un lycée, donc vu que je passe 18 heures par semaine à bosser, j'ai moins le temps de lire. Et j'ai beaucoup plus écrit cette année, donc forcément, j'ai occupé mon temps différemment. Et j'ai eu plusieurs périodes de panne de lecture, notamment pendant l'été et après, où ça a été très compliqué de me remettre à lire et tout ça, parce que le blues de début de rentrée et d'autres événements dans ma vie perso ont fait que j'avais pas trop le goût à la lecture. Donc je trouve que malgré tout ça, 52 livres, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai lu des ouvrages de plein de genres différents. J'ai principalement lu de la romance parce que c'est le genre de... c'est un petit peu mon genre de prédilection, quoi, celui que je préfère lire, qui me prend pas la tête et tout. Mais j'ai lu un petit peu de fantasy aussi, je m'y remets tout doucement. J'ai lu quelques livres de jeunesse. Si je bug un petit peu ou que j'hésite, c'est parce que j'ai mon bilan Goodreads sous les yeux, afin de ne pas me tromper. J'ai lu quelques ouvrages classiques dans le cadre de mes études, et aussi pas mal de fanfiction. Et ça, elles sont pas toutes sur Goodreads d'ailleurs. J'ai eu une grande période où je suis retombée, on va dire, dans mes péchés d'adolescente. J'adorais lire des fanfictions quand j'étais plus jeune, mais ça, je ferai une émission vraiment dédiée aux fanfictions, sans doute avec une de mes copines, Clem, qui elle aussi en lisait beaucoup, en lit encore actuellement d'ailleurs. Et même si on a commencé à lire le même genre de fanfiction, en grandissant, on a un petit peu divergé chacune vers notre style. Donc, je pense qu'on peut faire une émission plutôt sympa. Mais du coup, ça fait que j'ai lu plein de petits genres différents au cours de l'année, même si en 2025, j'aimerais diversifier davantage mes lectures. Mais bref, ça, ce sera aussi l'objet d'une autre émission. Donc, 52 ouvrages. Le plus court a été
Le motif dans le tapis d'Henry James, qui, si je me souviens bien, était une nouvelle sur un thème un peu roman policier et tout, que j'ai dû lire dans le cadre des cours. J'avoue que je l'ai lu un petit peu en diagonale parce que ça m'intéressait pas trop, donc je pourrais pas trop vous en dire. C'est un peu la honte d'ailleurs de lire des livres en diagonale pour pas s'en souvenir à la fin. Mais bon, bref, c'était très court et de ce que je me souviens, j'avais pas trop détesté. Et le roman le plus long que j'ai lu cette année n'est même pas un roman, c'est une fanfiction. Oh non, je pensais pas que j'emploierais ce mot aussi souvent dès le premier épisode du podcast. Mais du coup, c'est une fanfiction sur le couple... Ah, est-ce que je vais vraiment dire ça en direct? Sur le couple de Draco Malfoy et Hermione Granger de Harry Potter, quoi. Et le titre de cette fanfiction, c'était The Disappearances of Draco Malfoy, écrit par Speechwriter. J'espère ne pas écorcher son nom, sinon c'est encore plus la honte. Et du coup, cette fanfiction faisait 1172 pages. Donc franchement, un beau bébé. Je pense que le livre que j'ai préféré lire cette année, enfin je vais dire ça alors qu'il y en a au moins... J'ai au moins 3 coups de cœur. Attendez. Ouais, 3 coups de cœur je pense quand même. Hein. Cette année, ce que je m'attendais pas trop à avoir parce que plus je grandis, plus j'ai un avis strict sur mes lectures et plus j'ai du mal à être transportée. Parce que je lis, mais je pense que c'est notamment dû au fait que, justement, ces dernières années, j'ai beaucoup lu de romance avec des schémas qui se répètent vu que je suis très exigeante. Donc forcément, quand on lit les mêmes tropes, les mêmes types d'intrigues, avec les mêmes types de personnages, on a du mal à être transcendé puisqu'on a l'impression quand même de lire souvent les mêmes histoires. Donc, j'ai pas trop de coups de cœur en romance cette année, même si j'ai adoré ma lecture de Love Charlie, écrit par Delinda Dane. Et ça, j'étais un petit peu surprise parce que c'est une lecture que je repoussais, étant donné que, vu tous les avis que j'avais vus, notamment autour de l'émotion, de la tristesse de ce livre, j'ai peur de ne pas retrouver la patte de Delinda que j'avais adorée dans la duologie, la Starway to Heaven et Stairway to Us. Il me semble que c'est ça les titres, ou non, Stairway to Heaven et Highway to Us, si je me trompe pas, que j'avais vraiment adoré en 2023, mais Love Charlie m'a énormément surpris. Que vous dire de plus, mis à part que... on retrouve vraiment la patte d'Elinda avec les sujets forts qu'elle aime aborder, son humour, là à travers quand même une histoire qui est assez touchante entre deux amis qui se découvrent être amoureux, quoi. C'est un super Friends to Lovers. Ils vont tous les deux traverser des épreuves vachement dures de la vie, ils sont liés par leur enfance. J'essaie de vous en parler sans spoil le livre, ce qui est hyper dur. Et bref, c'était très mature, très doux, très poignant. J'en avais les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix quand je l'ai terminé. Franchement, une très très belle découverte. Et ça me... comment on dit, conforte dans le fait que j'adore l'écriture de Delinda et que je resterai à l'affût de toutes ses sorties. J'ai d'ailleurs lu aussi Mad Majesty, le premier tome de sa nouvelle saga avec lequel j'ai passé un très bon moment. Je dirais pas que c'est un coup de cœur parce qu'en plus je l'ai lu tellement vite que j'en ai même pas profité, mais franchement j'adore la proximité forcée, les mariages arrangés et tout. De toute façon, il y avait là-dedans toutes les graines pour faire l'arbre qui allait bien fleurir dans mon jardin, quoi. Donc franchement, trop bonne lecture, trop belle découverte. Et on va continuer sur mes pépites de l'année en parlant du dernier roman de Marie Vareille qui s'intitule La dernière allumette. Et franchement, ce livre, il m'a tabassé. Franchement, j'ai pas d'autre terme. Déjà, avec Marie Vareille, je finis toujours carpette avec les yeux qui tripent de volume tellement je pleure. Je renifle, j'ai une quantité astronomique de mouchoirs à côté de moi. C'est indécent. J'ai découvert cette autrice en 2020 à travers un livre que m'avait prêté mon papa. Et depuis, c'est une autrice qu'on lit tous les deux et qu'on adore. On attend ses dernières sorties, mais limite on campe devant la librairie. Et celui-là, comme d'habitude, mon papa l'avait lu avant moi et il m'avait dit il y a de fortes chances que tu pignes. Et ça n'a pas manqué. Je sais pas comment vous en parler sans vous spoil ce roman parce que l'histoire et la construction est assez particulière, donc je vais vous en lire le résumé. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère,
dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où Gabriel rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule sait qui est vraiment son frère. Donc même si ce résumé reste énigmatique, je trouve qu'il dépeint bien la situation principale du roman et tous les thèmes qui sont liés à la famille. Et moi c'est ça qui m'a tabassée. C'est souvent des thèmes qui m'émeuvent beaucoup en littérature et là, je pense que ce qui m'a le plus touchée, c'est la façon dont Marie Vareille nous place dans le regard des enfants et notamment celui d'Abigail lorsque on a son point de vue de toute petite fille dans son journal intime avec sa façon de percevoir le monde. Et c'est vrai que quand on est enfant, on voit pas le monde comme il est réellement, donc parfois on est à côté de la plaque, parfois on le voit avec des images colorées et tout, et elle le fait vraiment très très bien, de façon très très juste. Et j'aimerais vraiment vous en dire plus sur ce roman, mais je pense que c'est une intrigue qui vaut le détour et qui vaut d'être découverte. Comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà lu certains de ses romans, elle croise avec brio des destins qu'on pressent pas être liés au départ, et à chaque fois qu'on se retrouve confronté au plot twist, on dit mais c'est bien sûr, c'est l'évidence qu'on ne veut pas voir. Et je trouve qu'il faudrait plus de romans comme ça, ou alors vraiment mettre en lumière ce type de roman qui révèle l'intime et l'indicible sur ce qui se passe dans les foyers et tout. Et franchement, bref, c'est un très beau roman et je pense que c'est la lecture qui m'a le plus transcendée cette année. Et quand j'en parle encore avec mon papa aujourd'hui, vu qu'il a lu le roman, c'est plus facile d'en discuter sans spoil, j'en ai encore des frissons. Certains passages, j'ai encore les larmes aux yeux et tout, tellement c'était une claque, mais une claque que tout le monde devrait se prendre. Donc franchement, même si quand vous lisez du Marie Vareille, il faut toujours s'armer d'une boîte de mouchoirs, mais pas les petits paquets, non, la grosse boîte, il faut lire ses ouvrages. Franchement, c'est l'auteur francophone que j'ai le préféré découvrir, c'est l'auteur francophone que j'ai préféré découvrir ces 5 dernières années, et pourtant, j'en ai lu énormément, mais celle-ci, je pense que tant qu'elle écrira, elle aura une lectrice, et ce sera au moins moi, voilà. Donc non, franchement, incroyable. Pour changer un petit peu de registre, mais rester dans les ouvrages que j'ai bien aimés cette année, je vais maintenant vous parler de Cœur pirate de Erin Kova. Franchement, ça n'a rien à voir, parce que là, vraiment, c'est une petite romantaisie. Ouh là là, je pense que le fait que je bouge mes lunettes, vous l'entendez au micro, ça doit être très agréable, je m'en excuse. Donc, une petite romantaisie sur des pirates que j'ai découvert, quand ça déjà, au Festival de New Romance l'année dernière, donc l'édition de 2023, et que j'ai pas lu tout de suite, mais shame on me en fait, parce que si j'avais su, je l'aurais directement fait signer par la dame et j'aurais discuté avec elle, parce que vraiment c'est un des bouquins que j'ai préféré lire cette année aussi, notamment parce que déjà je suis dans ma période où j'essaye de me réconcilier avec d'autres genres littéraires que la romance, et notamment la fantasy, parce que quand j'étais plus jeune j'en lisais beaucoup, et énormément de gens autour de moi lisent de la fantasy, donc j'aimerais bien m'y remettre afin de pouvoir discuter de mes lectures avec autrui, quoi. Et j'ai un péché mignon pour les pirates. Donc, c'était le livre idéal. En plus, je l'ai lu quand j'étais dans ma période Pirates des Caraïbes et que j'ai regardé tous les films. Donc franchement, les étoiles étaient alignées pour que j'aime ce bouquin. Pour vous parler un petit peu de l'intrigue, on va suivre la vengeance de la fille d'un gouverneur dont la mère a été tuée par un pirate. Ça, c'est pas un spoil, c'est vraiment, je crois, dans la 4e de couverture ou dans le premier chapitre. Bon. Et du coup, cette nana qui s'appelle Victoire, elle va se retrouver être confrontée à ce pirate, et comme toutes les meufs un peu badass de romantaisie, elle va pas se laisser faire. Et du coup, s'enchaînent plusieurs péripéties que je ne vais pas vous dévoiler, sinon il n'y a plus d'intérêt que vous alliez lire le bouquin. Et bref, elle se retrouve à être prisonnière sur le navire, elle doit faire ses preuves pour plus être prisonnière, à la fois alliée et ennemie du capitaine. Oh non, franchement j'ai adoré. Vraiment la tension entre les personnages, je pense que c'est ce qui m'a le plus séduite, parce qu'ils sont tous les deux des caractères franchement pas à couper, pas à piquer des hannetons. Lui il est imbuvable, ironique, vraiment le stéréotype du bad boy, mais à la sauce médiévale fantastique, à la sauce romantaisie et tout, donc il est top. Elle, franchement, trop badass, c'est vraiment le type de personnage que j'adore, mais sans que ce soit too much et qu'on se dise que c'est surjoué. Elle a une vraie raison d'être en colère, elle a un vrai life motive et tout, et lui, c'est vraiment la caricature du pirate. Donc de toute façon, tout ce qu'il fait est motivé par cette soif de pouvoir, cette soif d'argent. Enfin bref, il y a une super dynamique entre les deux, des super histoires de trahison avec tous les autres personnages et tout ça. Et franchement, j'ai trouvé aucune longueur. La seule chose que je pourrais reprocher
à cet ouvrage, mais comme à beaucoup d'autres ouvrages de romance et de romantaisie, ce sont les scènes de smut. Déjà, moi, je fais partie de la team où, franchement, moins il y en a, mieux je me porte. Mais quand il y en a, si elles sont utiles à l'intrigue, why not? Et là, déjà, je pense qu'il y en avait quand même au moins deux de trop, parce qu'il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Et vas-y, 2 ou 3 auraient pu suffire, d'autant plus qu'il y en a certaines qui sont un peu ardos. Rien que d'y penser, je me dis, mais waouh! Et ça fait de ce roman un ouvrage que je peux pas recommander à n'importe qui, parce que certaines scènes, faudrait pas y être confronté avant 16 ans, et encore 16-17 quoi. Enfin, j'aime pas trop cette banalisation du sexe sans forcément, enfin je dirais pas sans respect, mais qui s'éloigne un petit peu des normes quand on est trop jeune. C'est comme confronter les jeunes trop tôt au porno quoi. Pour moi c'est un peu ça quand il y a certaines scènes en littérature, et c'est dommage parce que vraiment le reste du bouquin est top, mais il y a une ou deux scènes où franchement, même si ça rentre dans les caractères des personnages, la dynamique qu'il y a entre eux, donc elles ne sont pas incohérentes par rapport au schéma narratif, juste, enfin, elles sont pas nécessaires à la poursuite de l'intrigue, où on aurait clairement pu avoir, comment on dit, une scène porte fermée, on sait ce qui se passe derrière la porte, mais c'est pas détaillé en détail. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur qui n'est pas un cœur qui scintille non plus à cause de ces scènes de smut. Voilà. Sinon, en 2024, j'ai essayé de m'ouvrir davantage à d'autres horizons et notamment d'essayer de me réconcilier avec les livres qui avaient pu avoir une première vie en ligne, notamment sur Wattpad, avant de connaître l'édition, parce que j'avoue quand même que je faisais partie de cette team qui était un petit peu réticente face à ces publications-là, mais ça depuis très très longtemps. Je me souviens que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'aimais pas voir sur les livres les banderoles en mode ouais 100 000 vues sur Wattpad, succès Wattpad, et même sur des auteurs qui venaient pas forcément de Wattpad, mais le côté 100 000 exemplaires vendus et tout, parce que j'aimais pas trop qu'on essaye de contrôler ce que j'allais aimer, ce que j'allais acheter, parce que je trouve que c'est une façon d'happer le lecteur et de le pousser à l'achat, et moi j'aime pas trop ça, mais j'ai la même réticence, on va dire, sur plein d'autres points, genre même avec le cinéma ou quoi, quand plein de monde me disent ouais c'est le film de l'année, ou quand je vois ouais il y a eu tant de millions d'entrées et tout, je me dis c'est plus louche qu'autre chose. Mais du coup, j'avais quand même énormément de mal avec les romans venant de Wattpad, et encore plus depuis quelques années avec l'explosion du BookTok et le fait que les communautés de lecteurs de Wattpad fassent aussi la promo des bouquins édités et tout, parce que je peux comprendre bien évidemment le plaisir de voir un bouquin que tu as adoré en ligne être publié et tout, mais ça a donné aussi une énorme vague de haine envers les lecteurs qui n'appréciaient pas ces romans, que leur critique ait été fondée ou pas, que c'était des avis, on va dire, constructifs ou pas, bah, il y a toujours des gens dans les commentaires pour venir les rabaisser, les insulter, alors que bah, ça peut être ok de pas aimer une œuvre. Donc, en fait, tout ça cumulé, j'étais hyper réticente au fait d'apprécier ces romans-là. En plus, vu que c'est arrivé aussi au moment où il y a eu bah, une énorme, je dirais pas hype, mais on va dire, comment... Bah, c'était la mode des dark romances, des histoires un peu sombres et tout, qui sont pas du tout les romances qui, moi, m'émeuvent, qui m'intéressent tout simplement. Enfin, genre, par exemple, je parlais d'être la cible ou le public pour certains bouquins tout à l'heure. Bah, ça, je sais que je suis absolument pas le bon public pour. Et vu que bah, l'un dans l'autre, une grande partie des romans venant de Wattpad qui étaient publiés, c'est des dark romances, bah, ça me donnait encore moins envie de le lire. De toute façon, j'aime pas la dark. Donc, rien à voir avec le fait que ça vienne de Wattpad. Je savais que de toute façon, j'allais pas aimer. Mais vu qu'il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, j'ai essayé quand même au moins d'aller lire les romans qui avaient fait énormément parler d'eux. Donc en 2023, j'ai lu Captive, donc le tome 1 et le tome 2. J'ai pas lu le tome 1.5 parce que vu que j'ai pas apprécié la duologie plus que ça, je me suis dit que j'allais pas lire le troisième livre vu que l'univers ne m'intéressait pas. J'ai lu aussi les 2 premiers tomes de The Devil Sons, j'ai pas continué, mais ça m'a permis de commencer à lire ce qui venait de Wattpad en ce moment, ce qui fonctionnait, essayer de comprendre aussi pourquoi ça avait plu, mais aussi bah, pourquoi moi ça m'intéressait pas. Je sais que moi Captive, ça m'a pas du tout
ça m'a pas touchée, j'ai pas été intéressée par l'intrigue plus que ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de petits endroits où il y avait des petits hicks. Bah, déjà la personnalité de Asher, le protagoniste, c'est tout à fait le genre de protagoniste que j'aime pas. Donc on peut pas apprécier une lecture si les personnages principaux ne nous intéressent pas. Et j'ai eu aussi un petit peu du mal avec la façon dont les personnages s'exprimaient par rapport à leur statut. C'est-à-dire que dans certains passages, j'ai trouvé que leur dialogue pouvait paraître enfantin, alors qu'ils sont censés être des mafieux, ou en tout cas des adultes qui traînent dans des milieux un petit peu sombres dans lesquels tu peux pas t'exprimer comme un jeune, un adolescent. Du coup, ça a rendu un petit peu ma lecture inconfortable, mais c'est pas pour autant que je peux dire que c'est objectivement mauvais. Non, non, il y a quand même une bonne recherche. L'intrigue de Sarah Rivens, il me semble que c'est ça son nom, est très bien construite. Il y a des plot twists. Tous les personnages ont un rôle, une place. Non, franchement. Puis je peux comprendre aussi que sur le moment, quand on suit la publication d'un roman sur Wattpad, tout ça, on fait partie de l'univers. Et puis, vu que les autrices Wattpad sont aussi très proches de leur communauté, à échanger avec elles, c'est génial de pouvoir vraiment avoir ce dialogue auteur-lecteur. Donc, franchement, je peux comprendre pourquoi elle a eu un si grand succès, même si avec moi Captive ça n'a pas pris. J'ai commencé là il y a quelques semaines la lecture de Lex Stone parce que vu que je sais que le tome 2 va bientôt sortir, j'aimerais, si jamais je veux les lire, ne pas être spoil de tout. Et pour l'instant, je suis qu'au début, donc je peux pas donner mon avis, mais je verrai si mon a priori sur la plume de Sarah Rivens évolue ou pas. Mais de ce que j'ai lu pour l'instant, on sent aussi que sa plume a pris en maturité et que son intrigue est complètement différente, même si j'ai bien compris, les univers sont liés, quoi. Mais bon, c'était pas du tout de ce roman-là dont je voulais parler, mais c'était pour vous expliquer que il y a que les idiots qui changent pas d'avis, et même si moi c'est pas du tout mon coup de cœur de l'année, loin de là, je peux comprendre ce qui a fonctionné et ce qui fait son succès. J'ai notamment lu cette année, attendez, que je retrouve ma petite liste. J'ai notamment lu le premier tome de Troublemaker, écrit par Laura Swan, et ça, j'y allais avec des grosses pincettes, parce que c'est une relation prof-élève, et ça, c'est un truc que je déteste. Donc, je pouvais pas, pareil, y aller à 100%, vu que je sais que je suis pas la cible des profs-élèves. De toute façon, moi, quand il y a un truc de hiérarchie, prof-élève, patron-employé, j'ai du mal. Mais genre énormément. Encore plus quand il y a une différence d'âge. Ok, June est majeure, mais elle a à peine 18 ans. Et ok, le mec, c'est pas un vieux grigou de 40 ans. Je trouve ça quand même un peu chelou dans la relation de subordination et tout. En plus, vu que c'est un personnage qui est hyper isolé, June, pour moi, il y a un petit peu de manipulation quand même. Enfin, j'ai du mal à voir quelque chose de sain dans leur relation, même si j'avoue que je vais lire la suite parce que j'ai été vachement happée par la problématique et l'intrigue autour de June. En fait, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant, hyper bien construit, avec, pareil, c'est un personnage féminin qui a des vraies problématiques, et c'est assez rare en littérature de trouver un personnage féminin qui s'affirme sans être trop, et qui en même temps a des problématiques qui sont pas forcément liées à son corps. Mais ça avait été évoqué par pas mal de booktokeuses, je crois, à un moment, sur le fait que il peut y avoir des très beaux personnages féminins, notamment en romance, mais leurs problématiques tournent souvent autour des mêmes sujets, et c'est bien de voir enfin une autrice qui saisit d'autres opportunités. Et franchement, elle m'a beaucoup touchée, cette June, entre le harcèlement qu'elle subit à l'école et les violences dont elle est victime à la maison, et le fait qu'elle puisse pas elle peut pas s'affirmer vraiment, elle peut pas parler de ce qu'elle vit d'un côté comme de l'autre, son isolement et tout. Et j'ai vraiment envie de connaître la fin de son histoire, même si la relation qu'elle entretient avec Shane, moi je la trouve dégueulasse. Enfin, excusez-moi du terme. Mais mine de rien, c'est être un peu sa salvation aussi. Enfin, franchement, il y a pas mal de très bons points, et je suis aussi estomaquée par la plume de Laura Swan. Je sais pas, je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien, et vu que je connaissais pas du tout sa plume avant, je sais pas si la version sur Wattpad était déjà aussi travaillée, aussi mature, aussi belle, quoi. Aussi, elle a vraiment fait un travail édito, enfin un travail de réécriture et un travail édito en béton armé, afin de proposer la meilleure version de son histoire possible à l'édition. Mais en tout cas, même si j'y allais avec des pincettes, et pareil, c'est pas du tout un de mes coups de cœur, je salue le travail, la nouveauté, la novation aussi, parce que dans les romances psychologiques un peu sombres comme ça,
mais qui en même temps ne tendent pas vers la dark. J'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête. Donc, elle a réussi à trouver aussi le bon moyen de se faire une place avec quelque chose de novateur. Donc, franchement, je lirai la suite. Et pourtant, dans certains des bouquins que j'ai pu lire, je ne lirai pas la suite. Notamment la saga Earth Player de Alice des Merveilles. Alors, ça, j'ai lu le premier tome l'année dernière, donc le tome sur Lily et Maëlle, et cette année, j'ai lu celui sur Ashley et Ted, je crois. Et pareil, j'avais très très peur d'être déçue parce que tout le monde en parlait comme le fin de famille du siècle. La nouvelle, on va dire, saga type Off-Campus, Campus Drivers, qui, moi, ont marqué la fin de mon adolescence, début de l'âge adulte, et qui ont été mes premiers coups de cœur en termes de romance universitaire quand j'ai commencé les réseaux. Donc j'avais un petit peu peur que mes attentes ne soient... que le roman ne soit pas à la hauteur de mes attentes, même si c'est toujours particulier de penser comme ça. Et il y a une booktokeuse, il me semble que c'est Lydia qui en parlait il y a quelques jours très justement, sur le fait que c'est pas la faute de l'auteur ni de l'œuvre si nos attentes sont trop hautes. C'est vraiment à cause de ce que nous vendent les réseaux sociaux, les maisons d'édition, les créateurs de contenu, qui font, on peut pas dire mal la promo des livres, mais qui mettent l'accent sur des points spécifiques. Du coup, on a tendance à s'attacher à ces points-là, alors qu'une œuvre, c'est pas que 3 tropes, 3 citations, 3 passages, voilà. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur de ça, et j'ai quand même passé une bonne lecture sur le premier tome, parce que même si Lily et Maëlle, ils m'ont pas transcendée, j'ai trouvé que sa façon de construire le fan family et le groupe d'amis était géniale, parce que direct, on a l'impression de faire partie de ce groupe de potes. Direct, on les veut comme copains. On n'a pas l'impression au fur et à mesure de notre lecture qu'il y a certains personnages qui sont mis sur le carreau, qu'elle a voulu faire un grand groupe, mais se focaliser seulement sur 2 ou 3 personnalités. Non, franchement, ils sont tous un membre vraiment à part entière de ce groupe d'amis, et qu'il y en a qui disparaissent, c'est pour certaines raisons. Et donc, franchement, la dynamique des personnages est hyper bien trouvée, hyper belle, et même les problématiques associées à chacun des persos est vraiment pas mal. C'est pour ça que j'avais hâte de lire le second tome, sur lequel j'en avais un petit peu en demi-teinte, parce que du coup, pareil, je m'attendais à un truc phénoménal, un peu sombre et tout. Alors que pas du tout, franchement, c'est 2 personnages qui se cherchent, et ça, j'ai trouvé ça génial de montrer un peu la quête identitaire du jeune adulte. Parce qu'on parle beaucoup de la quête identitaire de l'adolescent et tout, mais on se cherche encore hyper tard. Passé la vingtaine, passé 25 ans, on ne sait pas encore qui on est, ce qu'on veut faire de notre vie, avec qui, comment. Et je trouve qu'on le ressent bien, et c'est hyper bien retranscrit, notamment dans la personnalité d'Ashley, qui cherche sa maman, ses racines et tout, qui cherche à s'accrocher à sa famille, mais en même temps à se détacher de son papa en prenant... comment on dit en prenant son envol, quoi, en tant que jeune femme et tout. Ted, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais je trouvais que c'était un book boyfriend quand même intéressant, notamment sur son ambivalence, on va dire que sa loyauté envers le coach, mais aussi sa loyauté envers Ashley, savoir sur quel pied danser et tout. Non, je les ai trouvés intéressants. Toutefois, je suis pas sûre de lire le 3e tome, parce que comme je le disais, c'est une duologie pour l'instant que j'ai trouvé sympa, mais j'ai pas forcément envie de continuer. Et en plus, malheureusement, j'ai lu le second tome au moment où le 3e est sorti, et les seuls avis que j'ai vus, c'était des avis négatifs. Donc, pareil, quand on voit plein d'avis positifs sur un livre, ça nous pousse à l'acheter, mais quand on voit plein d'avis négatifs sur un livre, ça nous pousse à ne pas l'acheter. Et moi, je suis un petit peu dans cette ambivalence. Peut-être qu'un jour, ça me prendra et je le lirai quand même, histoire de terminer la saga et mine de rien de découvrir ce qui se passe ensuite. Puis, j'avoue que l'annonce du spin-off, là, As Cold as Summer, du coup, la romance lesbienne, me hype de ouf, parce qu'on voit pas assez de romances lesbiennes en France. Donc j'ai très très envie de la lire, et j'ai peur d'être perdue si j'ai pas lu le 3e tome. Donc il y a de fortes chances que je lise le 3e tome, même qu'en diagonale, histoire de lire la suite. Donc franchement, même quand j'y vais un petit peu avec parcimonie, un pas en avant, 2 pas en arrière, et bien je me retrouve prise à mon propre jeu et à vouloir lire la suite. Donc, ne jamais dire jamais, comme on dit.
Une autre saga sur laquelle je suis un peu en demi-teinte, et ça me fait un peu chier honnêtement, c'est la saga des Seasons de Morgane Moncomble. Parce que Morgane est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai lu quasiment tous ses livres en fait jusqu'à maintenant. Mais j'avoue que depuis que j'ai lu Nos âmes tourmentées, qui est un bouquin qui m'a transcendé quoi, un petit peu comme La dernière allumette de Marie Vareille, ça a fait résonner en moi des trucs viscéraux genre. Mais j'ai fini dans un état pas incroyable après Nos âmes tourmentées en larmes et tout. Je l'ai relu plusieurs fois et toujours j'en tremble tellement il est beau, il est poignant et vrai sur certains passages. Et depuis, j'ai eu du mal à retrouver cette émotion poignante, même si Morgane traite toujours de sujets hyper actuels, hyper modernes, hyper intéressants dans ses ouvrages. Et ils sont toujours géniaux pour ça parce que elle a toujours ce sujet en plus. Et je trouve que ça c'est génial parce que ça lance aussi dans la romance les thèmes un petit peu engagés qui donnent du corps aux ouvrages et qui font que toute la nouvelle génération de romances est beaucoup moins cucul à praline que celle d'il y a quelques années, donc ça c'est génial. Et je pense que Morgane a bien participé à ça, même si, malheureusement, sa saga m'a pas transcendée. Je pense déjà que toute la com autour du ça se passe dans plein de pays d'Europe, moi, ça m'a attrapée et du coup, je m'attendais à beaucoup plus de descriptions des lieux, alors que c'est complètement idiot parce que quand on lit une romance qui se passe en France, on nous dit que ça se passe en France, on n'a pas besoin de 15 millions de détails. Pareil, quand ça se passe aux États-Unis, on est tellement habitué que on a les images en tête et là, chaque ouvrage en soi ne manque pas de description. Pour le premier, on nous dit que ça se passe à Édimbourg, en Écosse, ok, mais je pense que le fait qu'on nous ait bassiné avec ça fait qu'on s'attendait. Et je dis on parce que je sais que plusieurs lecteurs et lectrices ont eu le même ressenti que moi. On s'attendait à des ambiances et des atmosphères beaucoup plus présentes, beaucoup plus intenses, alors que il n'y en a pas besoin. Du coup, ça laisse un avis déjà un peu en demi-teinte là-dessus. Et ensuite, le fait de proposer 4 romans hyper différents déjà lui permet à elle de s'amuser, de parcourir 4 ambiances, 4 thèmes différents. Mais ça m'a perdu un petit peu parce que vu que chaque tome a son ambiance à lui, je ne savais plus sur quel pied danser. J'ai adoré le premier avec le côté Cluedo et tout. J'ai été surprise par le plot twist parce qu'en plus, moi, dans les romans policiers comme ça, je suis toujours nulle pour trouver l'assassin. Du coup, j'ai vraiment écarquillé les yeux et ouvert la bouche quand j'ai vu le plot twist. J'étais en mode, mais non. Alors qu'en vrai, c'est pas si surprenant que ça quand on sait lire entre les lignes. Mais moi, ça, je sais pas faire. Donc, ça m'a bien surprise, même si je pense que ce qui m'a hic dans ce tome, c'est d'avoir le point de vue de Rory. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vais essayer de vous parler de Rory sans vous spoil. Et pour ceux qui l'ont lu, vous savez quoi. Rory, c'était le harceleur principal de Camélia, la protagoniste principale. Et c'est celui qui est dead. Et quand on a les flashbacks de la dynamique du groupe, même avec Lou, qui est le meilleur ami de Rory, qui est accusé de son meurtre et que Camélia va défendre, quoi. Et il y avait un petit crush entre Lou et Camélia passé l'adolescence, et la romance c'est entre eux deux. Donc il y a vraiment une dynamique entre les 3 personnages. Et donc dans le passé, on se retrouve à avoir quelquefois les points de vue de Rory. Et moi j'ai du mal avec le fait qu'on ait le point de vue du méchant ou d'une personnalité un peu toxique, malveillante ou un peu perverse narcissique, quoi. Parce que je trouve que ça a tendance à justifier son acte ou ses actes vu qu'on est dans sa tête. Et même si je trouve que Morgane l'a bien fait parce que ça romantise absolument pas les relations toxiques, même amicales ou quoi. Mais ça m'a hic un peu quand même et je me suis dit non, sans façon. C'est un peu comme les romances avec les bullies là. Je sais pas trop comment on dit, mais ouais, harceleur, harcelé, c'est au même stade que patron employé et prof élève pour moi. Vraiment, je peux pas. Et il y avait une dynamique un peu comme ça dans ce livre qui m'a fait me dire j'ai un peu de mal. Mais hormis ça, franchement, je pense que c'est celui des 4 qui m'a le plus plu parce que le deuxième, ça c'était une déception. Mais ça c'est absolument pas la faute du livre, c'est moi avec moi-même. Je pense que j'ai trop lu de romances avec du patinage, des hockeyeurs et tout, et que maintenant ça ne me transcende plus. C'est pourtant des romances qui sont toutes mignonnes et tout, mais là, je sais pas, ça a pas pris avec moi. J'ai pas trop aimé la dynamique des personnages. En fait, ouais, ils m'ont pas
comment dire, parfois on est directement touché par certains personnages, directement pris par leurs histoires et tout. Et bah là, moi, pas du tout avec cela. Donc, je suis désolée, mais je crois que c'est Lily et Orion qui s'appellent. Orion, je suis sûre, mais le protagoniste féminin, je me souviens même plus comment elle s'appelle. Bah, ça m'a pas transcendé. Alors qu'en plus, il y a des thèmes hyper intéressants qui sont abordés dedans, notamment par rapport au handicap, à la blessure, continuer en sport et tout, que j'ai trouvé géniaux. Et puis j'ai regardé plusieurs séries sur le patinage au moment où j'ai lu le livre, donc il y aurait pu avoir une super dynamique, mais non, avec moi ça n'a pas pris. Le troisième tome, j'ai été aussi déçue, mais parce que pareil, je me suis fait des pataquès parce que j'adore les mariages arrangés, la proximité forcée. Du coup, je m'attendais, je pense, à un truc où il y avait plein de tensions et tout, alors que c'est une romance toute mignonne. Du coup, c'est génial, c'est un très beau livre et tout ça. En plus, pareil, les thèmes abordés dedans, comme le revenge porn, la monoparentalité et tout, la parentalité très jeune chez les femmes. Ah, il y a plein de thèmes qui sont géniaux et qu'on devrait voir plus souvent en littérature. Mais pareil, vu que je m'en suis fait des caisses, bah, j'étais forcément un petit peu déçue, alors que bah, il est objectivement très bon ce livre. Et j'ai un avis encore plus mitigé sur le quatrième tome, du coup, Un été pour te retrouver, parce que très vite j'ai compris ce que Morgane cherchait à faire dans la romance, et directement j'ai trouvé ça génial. Là, je vais pas trop en dire pour ne pas spoil, mais je trouve que c'est une vision très moderne de l'amour et très juste, parce qu'on a trop tendance en romance à normaliser et à vendre le fait que t'as qu'un seul grand amour dans ta vie. Alors que on sait tous qu'on finit pas notre vie, ou en tout cas très rarement, avec le crush qu'on a au lycée, et on ne connaît rarement qu'une seule personne. Donc je trouve que c'est bien de donner une nouvelle dynamique avec ça, avec le côté romance seconde chance, les erreurs de l'un, les erreurs de l'autre, avec le côté il n'y en a pas un qui est tout blanc, un qui est tout noir, les traumas partagés et tout. Mais j'ai pas été plus transcendée que ça. J'ai pas trop aimé la dynamique du huis clos avec le mariage des autres, parce que déjà j'ai trouvé la protagoniste secondaire, la Clémence, il me semble que c'est comme ça son nom, insupportable, ce qui aide pas à concevoir une dynamique générale et tout, même si là j'ai adoré voyager dans le sud de l'Italie, sud de l'Espagne et tout, pardon, sud de la France et l'Italie. Là, je trouve que le décor était hyper bien posé, hyper joli, et on était vraiment en vacances avec eux. Donc ça, moi je mets 10 sur 10 pour le décor dans ce roman-là, c'est une évidence. Et je pense que je ferai quand même un petit reproche sur la fin. Les derniers chapitres, ceux qui suivent le plot twist en fait, parce que j'ai trouvé ça trop rapide. J'aurais aimé un peu plus de longueur sur la reconstruction de Jasmine en fait. Même les moments avec les copines et tout ça, parce que vu que toutes les héroïnes sont liées, c'est vraiment que dans le quatrième tome. Attendez, est-ce que dans les autres aussi? Au moins 3 et 4, où il y a des petites scènes entre elles. Et j'aurais aimé, ouais, quand même, vu que c'était la fin de la saga, une scène plus longue. Sur la scène où elles sont toutes là, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue. Mais voilà, on peut pas demander aux auteurs de correspondre à toutes nos attentes de lecteurs. Donc voilà, je m'assois sur ma scène plus longue. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que Morgane va nous proposer prochainement, là, parce que je vois qu'elle est en train d'écrire une nouvelle saga, et j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va nous mettre dedans, parce qu'elle écrit vraiment trop bien, cette dame. Quoi vous dire d'autre? Je pense que j'ai parcouru les ouvrages qui ont marqué mon année, dans le bon sens et dans le mauvais. Ah bah non, attendez, j'ai pas évoqué mon pire livre, ma pire lecture de cette année. Je vais essayer de prendre des pincettes, mais je trouve ce roman objectivement mauvais. C'est comme l'aliment que tout le monde déteste, genre les épinards. S'il y a une personne qui aime les épinards dans votre entourage, vous le regardez en bizarre. Et moi c'est un peu ça avec ce roman. Donc ma pire lecture de cette année est attribuée à My Dark Romeo, écrit par L.J. Shane et attendez, je me souviens même plus du nom de l'autre auteur, Parker S. Hennington. Alors déjà, sur les deux autrices, moi je ne connaissais que L.J. Shane, et depuis plusieurs années maintenant, je lisais un petit peu à reculons ses livres, autour notamment des polémiques qu'il y a eu autour d'elle. Enfin, elle a été très vite catégorisée comme une autrice problématique, donc j'étais plus du tout intéressée par le fait de lire ses ouvrages, en comment la financer et tout ça. Même si j'avais adoré, étant plus jeune, la saga des Signers et les All Saint High, même si je pense qu'aujourd'hui, attendez, je vais recommencer ma phrase. Même si je pense qu'aujourd'hui, je ne les apprécierai plus autant, parce qu'il y a pas mal de trucs un peu border, malveillants et craignos dans ces romans, mais
quand t'es jeune, que t'as pas trop d'expérience de lecture, tu t'en rends pas compte. Donc déjà je pense que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille sur le fait que ce roman allait être moyen. Et l'autre auteur, vu que je la connais pas du tout, je sais pas ce qu'elle a écrit. Il me semble, mais dites-moi si je me trompe, que c'est l'auteur de Magnolia Parks. Mais je suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, je suis allée vers ce roman parce que déjà je trouvais la couverture trop belle et je suis un pigeon, j'aime bien les beaux livres. Et en plus, je me le suis procuré pendant le festival de New Romance de cette année, puisqu'on avait un livre gratuit dans notre passe. Donc moi, en bonne pigeonne que je suis, j'ai pris un beau livre sans savoir que l'intérieur serait tout pourri. Ne sachant pas comment vous résumer ce roman avant de vous parler des personnages et tout ça, je vais vous lire, comme tout à l'heure, le petit résumé écrit par Goodreads. C'était censé être une étreinte inoffensive lors d'un somptueux bal des débutantes, un baiser volé avec un bel inconnu. Mais contrairement à son homonyme, mon Roméo, lui, n'est pas mu par l'amour. Pardon. C'est la vengeance qui l'anime. Pour lui, je suis un pion sur un échiquier, la fiancée de son rival. Pour moi, c'est un homme qui mérite le poison. Un prince ténébreux que je refuse d'épouser. Il pense que Excusez-moi, le fou rire me prend. Il pense que j'accepterai mon destin. Eh bien, j'ai l'intention de le réécrire. Dans mon histoire, Juliette ne meurt pas. Mais qu'en est-il de Roméo ? Bon, je pense que ça en dit long. Déjà, je me suis fait avoir aussi parce que j'adore les réécritures de Roméo et Juliette. Mais quelle erreur, Isis, quelle erreur. Qu'est-ce qui m'a le plus déplu ? Je pense que déjà, c'est les personnages. L'un comme l'autre sont malsains et malveillants. Lui, c'est le stéréotype du pire protagoniste masculin que vous pourriez voir. Imbu de lui-même, qui ne vit que par sa vengeance, qui ne respecte personne, encore moins sa femme. Franchement, je comprends pas comment ils font pour tomber amoureux à la fin. C'est dire, franchement, alors que parfois, je me laisse happer par la fiction. Là, je me dis, allez voir un psy, genre, chacun de votre côté, et ne vous remettez pas ensemble à la fin. Elle aussi, je l'ai trouvée désastreuse, et j'aime pas trop haïr les personnages féminins, mais alors elle, c'est le stéréotype de la nunuche. Ouais, c'est-à-dire, même pas le côté femme au foyer qui défendrait ses valeurs, à vouloir construire une famille et tout, ça peut s'entendre et c'est des valeurs traditionnelles qui peuvent se transmettre encore aujourd'hui, même si c'est vrai que dans la littérature et dans la société en général, on est plutôt à mettre en avant les femmes indépendantes qui veulent créer leur carrière et tout ça, avoir des familles tard. Si on a certaines qui veulent avoir des enfants jeunes, ne pas avoir de métier pour s'occuper de leur famille, c'est leur choix, c'est ok. Mais là, la façon dont c'est tourné, c'est vraiment limite une caricature d'elle-même. Donc c'est hyper dégradant, je trouve, pour la posture féminine. Et ensuite, elle passe le roman à vouloir lui faire un enfant dans le dos. Et ça, c'est un red flag de ouf. Elle se questionne même pour savoir comment, récupérer ce qu'il faut à la fin dans le préservatif, quoi. Oui, vous avez bien entendu. C'est limite ce genre de pensée, quoi. Donc, ça m'a hic tout le long du livre. Vous imaginez bien, du coup, la dynamique entre les deux personnages, tellement ils sont aux antipodes l'un de l'autre, et qu'il n'y a pas un monde dans lequel ils peuvent finir ensemble et heureux. Je vous passe aussi le nombre de scènes de smut, déjà beaucoup trop élevé et ensuite beaucoup trop inutile. Pareil, 2 ou 3 auraient suffi et encore. Les plot twists sont prévisibles. J'ai du mal à trouver du positif dans ce roman, alors que pourtant, il y a plein de trucs que j'aime normalement, c'est-à-dire, comme je l'ai évoqué au moins 2 ou 3 fois dans cet épisode, proximité forcée et mariage arrangé. Ça, j'adore. Encore plus quand ils sont un peu riches là, billionnaires, romance. Ah là là, j'adore. Mais là, ah non, la déception. Donc je suis un peu déçue parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il y avait d'autres tomes, enfin c'est une saga de tomes compagnons. Donc je m'étais dit que si c'était sympa, si j'apprécie les personnages, je pourrais trouver des occasions un moment ou un autre pour lire la suite. Oh bah là, que nenni. Je vous dis, je sais même pas si je vais garder le livre. Je vais peut-être le mettre dans une boîte à livres, le revendre sur Vinted, je ne sais pas. Mais oh là là, quelle horreur. Plus jamais. Franchement, si dans mon année je dois vous déconseiller un livre, c'est bien celui-là. Même certains où j'étais pas très emballée, je vous les recommanderais par rapport à lui. Franchement, ah non, nullité quoi. Et j'aime pas dire ça dans le livre parce que je me dis, les nanas, elles ont quand même passé du temps à l'écrire et tout, mais pourquoi faire ? Enfin bon. Je pense que ces 12 paroles de hateuse sont la bonne conclusion de cet épisode parce que je n'ai plus rien à dire sur mes lectures de 2024. J'ai fait à peu près le tour, bien évidemment. Je n'ai pas tout évoqué, mais sinon j'en aurai pour la nuit.
Et la plupart des livres dont je n'ai pas parlé, j'ai pas grand chose à dire dessus. Même quand c'était des bonnes lectures, juste parfois on passe un bon moment, mais on n'a pas grand chose à épiloguer. Donc voilà, j'attends votre retour sur ce premier épisode, mais également sur les livres dont j'ai parlé. S'il y en a certains que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis, positif, négatif, qu'il coïncide avec le mien ou pas, c'est pas grave. Le but est de discuter, j'aime trop discuter de mes lectures, encore plus avec des gens qui peuvent avoir lu les mêmes livres que moi. En ce qui concerne les livres dont je n'aurais pas parlé, vous pouvez avoir accès à mon bilan Goodreads, sans doute dans ma bio Instagram, et si c'est pas le cas, je vais y remédier, parce que je trouve que c'est une application qui est vraiment géniale pour référencer ses lectures, discuter avec les gens, savoir où ses amis en sont dans leur lecture et tout ça. Moi, ça fait 3-4 ans, voire même un peu plus maintenant que j'utilise, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde dans le podcast de manière générale ou des petits conseils à me donner, je prends tout, je prends tout. À présent, je vous embrasse et je vous dis à tous à très vite pour un prochain épisode de Bouquins et Potins.